si Liv et moi décidons aujourd'hui de contractualiser une assistance sexuelle, moi, je risque d'être poursuivie en tant que client de prostitution. Maintenant, si je mets une caméra et que je filme nos ébats, c'est du porno, c'est légal. Cherchez l'erreur. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On peut commencer par... Alors, je m'appelle Julia, je suis présidente de l'association Chose, qui milite en faveur de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, et notamment pour la reconnaissance de l'assistance sexuelle en France. Liv Arty, donc moi je travaille dans le secteur du médico-social et à côté je suis accompagnante intime et je suis engagée auprès de l'association Corps Solidaire et je suis adhérente aussi à Chose. Et est-ce qu'on peut définir d'entrée ce que ça signifie assistant ou assistante sexuelle? L'assistance ou l'accompagnement à la vie sexuelle, à la pratique de la vie sexuelle, c'est quelqu'un qui est formé, un homme ou une femme, qui est formé pour aider une personne en situation de handicap à vivre, à ressentir, à s'accomplir dans sa vie intime et sexuelle. Donc ça peut être de l'aide à la masturbation, ça peut être aussi la découverte de son corps, la découverte du corps de l'autre. Ça peut être l'aide dans un couple, si les deux personnes sont en situation de handicap, comment font-elles s'il n'y a personne pour les aider? Comment tu en es arrivé à l'accompagnement? Alors, c'est un tout. Il y a à la fois dans le champ professionnel, vu que je travaille auprès de personnes en situation de handicap, j'ai pu m'apercevoir dans les institutions, que c'était pas forcément quelque chose qui était aisé de parler de sexualité. Alors bien sûr, en ce moment, ça évolue depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de formations, les professionnels sont de plus en plus sensibilisés aussi, et heureusement par les personnes qui sont concernées et qui veulent de plus en plus prendre part, s'auto-déterminer, et puis dire moi aussi j'ai envie d'accéder à cet espace de plaisir, de sexualité. Et donc ça se dit de plus en plus, que ce soit auprès des professionnels, auprès des familles. Ça veut aussi dire que t'es partie intégrante du... C'est quelque chose qui se fait à deux. C'est aussi pour toi que tu le fais. C'est tellement riche d'humanité déjà. Je me sens chanceuse de pouvoir vivre ça avec ces personnes. Chacune d'entre elles... avec toutes les particularités qu'elles peuvent avoir, m'apporte. J'aime parce que, en fait, j'aime aussi... j'ai l'impression d'être dans un espace d'exploration, de recherche constante, d'adaptabilité aussi. C'est un espace hyper créatif, en fait, quelque part, de faire rencontre avec l'autre, de composer ensemble, avec nos histoires. Je trouve ça extrêmement riche. Il y a une formation... en particulier? Pour être accompagnant, déjà il faut déposer une candidature, voilà, simplement, CV, lettre de motivation. En fonction, déjà il y a un premier écrémage, je dirais, et puis il y a ceux qui vont passer à la sélection avec des CV, lettres de motivation, puis il y a le comité de pilotage en fait qui va proposer un entretien. Voilà, lors de je dirais c'est assez classique dans la formalité. Ensuite, après cet entretien, c'est 120 heures de formation. Donc c'est une formation Sur du temps long, où aussi on n'est pas accompagnante ou accompagnant sexuel par hasard, et en fait où on peut mûrir aussi la réflexion en équipe et en collectif ou de façon individuelle. Et puis bien sûr les séquences pratiques, massage sensuel, communication non verbale dont on parlait tout à l'heure. On a aussi une première assistance supervisée auprès d'un ou d'une bénéficiaire qui est en situation de handicap, et puis des échanges avec des pairs qui font partie de la formation. Et donc c'est pas que des soignants, en fait, au final, à la base. On n'est pas obligé d'être soignant pour le faire. Super question. Alors, on n'est pas obligé, donc on peut être en situation de handicap et faire la formation. On peut être TDS et faire la formation. Voilà, c'est pas... On peut n'avoir rien à voir avec ni le handicap, ni être TDS, ni rien, mais avoir une sensibilité, on va dire, qui va nous amener à se dire, on a envie de faire cette formation-là et de la suivre. Aujourd'hui,
Ça fait partie des dangers, et c'est aussi pour ça qu'on milite. C'est-à-dire que demain, tout le monde peut se déclarer assistance sexuelle. Ce qui est une hérésie, c'est pas possible. Donc nous, on veut une formation et on demande à ce qu'elle soit certifiante. Parce que justement, on ne veut pas que des personnes qui ne sont pas aptes à l'être le deviennent et interviennent auprès de personnes et fassent beaucoup plus de dégâts que de bien. Comment ça se passe, par exemple, la première rencontre? Alors, moi, je fais partie de Corps Solidaire. Je me suis engagée dans une charte éthique que j'ai signée et dans laquelle je me suis engagée lors de ma certification. Donc, il y a un processus. Quand la personne appelle, par exemple, Corps Solidaire, elle rentre en contact avec une première personne qui va prendre sa demande, qui va l'interroger sur son histoire, son parcours et ses envies, son projet intime. Après cet premier échange, la collègue va en fait l'envoyer à une accompagnante intime en fonction du secteur géographique. Voilà. Après, il y a donc c'est moi, en tant qu'accompagnante, qui vais prendre contact avec la personne. Donc on appelle le bénéficiaire, le ou la bénéficiaire. Et puis moi, je vais prendre contact et je vais proposer un rendez-vous préalable. Ce rendez-vous préalable, il dure entre 30 minutes et 45 minutes. Il peut se passer soit en visu, quand j'ai l'opportunité que la personne n'habite pas loin et que ça peut se faire, soit en visio. Et puis on prend le temps d'échanger, de se rencontrer, de voir si le feeling passe. Et ça, c'est vraiment des deux côtés, hein. C'est-à-dire que c'est un temps qui est gratuit, où justement chacun peut-être que après ce premier échange, l'autre va pas donner suite. Ça arrive. Mais il faut savoir que ça arrive assez fréquemment aussi. On va dire que c'est quasi un tiers des demandes en fait qui ne sont pas forcément poursuivies. Ça m'est arrivé aussi de ne pas donner suite. Généralement, quand je donne pas suite, c'est que je sens que il y a un endroit où je me sens souvent quand ça arrive, c'est je me sens objectifiée, objetisée et où je sens que ça va être très compliqué de poser mes limites. Enfin, en tout cas, elles sont tout le temps négociées, les limites. Donc, quand je me sens pas écoutée, je me sens pas sécure avec l'autre. Donc, ça arrive que je donne pas suite. Alors, généralement, je préviens parce que mon rôle aussi, c'est de dire attention, là. Puis ça arrive une fois, puis deux fois, je recadre, une troisième fois. Bon, généralement 3 fois, quatrième, et après, je dis bon là, désolé. Et un accompagnement qui évolue aussi, comme tu disais, vers un meilleur accompagnement global, pas uniquement sexuel ou intime. C'est une conséquence, en fait. Ça veut dire que quand on se rend compte qu'on est capable de donner du plaisir à quelqu'un, on va se dire « Ah finalement, je suis peut-être pas si nulle. » Voilà. Et je vais aller oser sortir de chez moi, même si c'est un peu compliqué. Je vais oser demander, si je viens en institution, au voisin ou à la voisine que je connais depuis 10 ans et qui fait accélérer mon cœur quand je le vois, parce que voilà, mais je sais pas comment l'exprimer. C'est ça aussi. Voilà, c'est l'humanité derrière. C'est compliqué aussi pour des accompagnants, pour des aidants familiaux de dire « Je sais que ma fille ou mon fils aimerait que, mais je sais pas à qui m'adresser. » Nous, on a ça. On a des témoignages de parents qui nous écrivent en disant « Ma fille a 45 ans, ou mon fils a 30 ans, il veut que je l'emmène voir les putes, mais moi, je peux pas. Je fais comment ? Il est malheureux, ou elle est malheureuse. Je fais quoi ? En tant que parent, il faut du cran pour le faire. Je pense pas qu'aujourd'hui, beaucoup de valides sont sur des applications de rencontres et voilà. Et je pense pas que vous auriez, vous, en tant que valide, le 5e de la force qu'il faut pour aller voir quelqu'un et dire « Aide-moi à me masturber ». Vous demandez quoi concrètement ? On demande en fait l'ouverture déjà d'un vrai débat sur le sujet au point de vue de l'Assemblée nationale et du gouvernement. On demande à ce qu'une expérimentation soit officialisée en France. On sait qu'il y a des pratiques. On le sait. Tout le monde le sait.
C'est d'une hypocrisie monstrueuse. C'est monstrueux. Nous, on veut sortir de ça. On veut montrer qu'il y a un bienfait. On veut montrer qu'il y a des compétences derrière. Parce que le livre ne s'est pas improvisé. Elle a appris. Et t'apprends encore. Donc, il faut... et puis, entre assistants et accompagnants, vous avez aussi des échanges de pratiques. Donc, c'est un métier. Enfin, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc, reconnaissons-le. Mettons-le en valeur. On lance une expérimentation. On regarde ce que ça donne. On en tire les conséquences. Et on protège juridiquement tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est protégé. Autant de bénéficiaires que l'assistante sexuelle. Si ça se passe mal, on se retourne contre qui? On fait comment? Si aujourd'hui, si demain, je ne te souhaite pas, mais si une relation se passe mal avec un bénéficiaire, tu fais comment demain? Tu n'as rien. Il n'y a pas de parachute. C'est pas normal. Il faut savoir que l'accompagnement sexuel, c'est considéré aujourd'hui toujours comme, et d'ailleurs parce que ça en est, du travail du sexe. Et donc, en France, la loi du 13 septembre 2016 stipule que vendre un service sexuel, c'est légal, mais l'acheter, ça l'est pas, ce qui est complètement absurde. C'est comme si un coiffeur avait la possibilité de se former donc à différentes techniques, il peut ouvrir son salon, mais il y a personne qui peut rentrer dedans. Si on va donner un exemple très clair, si Liv et moi décidons aujourd'hui de contractualiser une assistance sexuelle, moi je risque d'être poursuivie en tant que client de prostitution. Maintenant, si je mets une caméra et que je filme nos ébats, c'est du porno, c'est légal. Cherchez l'erreur.